Euh, donc, ma présentation. Merci d'être présent aujourd'hui. Donc, comme Philippe l'a mentionné, mon projet est sur l'évaluation de l'impact de l'intensité des crues printanières sur la productivité agricole dans le littoral du lac Saint-Pierre par télédétection. Donc, la présentation va se dérouler avec un contexte, la problématique, les objectifs et hypothèses, la méthodologie utilisée, quelques résultats préliminaires et les prochaines étapes de mon projet avec la période de questions. Donc, pour vous mettre en contexte, une plaine d'inondation, c'est un écosystème dominé par des perturbations influencées par les dynamiques hydrologiques. C'est des écosystèmes les plus productifs, les plus diversifiés sur le plan biologique, donc qui ont des sols riches en nutriments et naturellement fertilisés par les inondations. Au travers de l'histoire, on a découvert que ces milieux étaient facilitateurs de développement culturel et économique pour ces civilisations situées à proximité. Et depuis environ 200 ans, on a une importante modification qui fait ressentir les dépressions sur les milieux qui ont emporté la protection agricole. Il y a aussi d'autres grandes menaces par rapport à l'environnement et les services écosystémiques. On reconnaît les plaines inondables comme des zones riveraines qui sont définies comme des écotombes entre le domaine terrestre et aquatique, et on inclut la végétation terrestre influencée par les nappes phréatiques élevées ou les inondations extrêmes. Donc, si je vous explique les images que j'ai mis devant vous, on voit le lit de plein bord, donc le lit mineur, c'est le niveau de base d'un cours d'eau. Lorsqu'il y a la présence d'une inondation, on va déborder sur les berges ici et on va faire un débordement latéral vers un niveau d'eau d'inondation exceptionnelle. Lorsqu'on regarde sur une autre coupe, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a notre inondation qui va envahir le territoire, la végétation terrestre, il va résider pendant un certain bout de temps. Et ensuite, lorsqu'il va avoir un retrait, on va sortir l'eau et il va laisser place à de la végétation aquatique en plus d'avoir détruit le milieu terrestre. Donc, au travers de mes recherches, j'ai découvert une seule étude qui se rapprochait le plus de mon projet, qui est l'étude de cas Banerjee au Bangladesh. Cette étude-là était principalement sur des inondations multiples dues aux moussons. Ce que l'étude a fait ressortir, c'est qu'il y a des impacts positifs des inondations extrêmes qui peuvent se faire ressentir à moyen terme, donc jusqu'à 2 ans après les inondations, que les inondations normales, donc une inondation de bas niveau, peut avoir un effet bénéfique sur la production agricole et que les schémas d'utilisation du territoire selon les variations spatiales des zones d'inondation peuvent refléter les pratiques adaptatives à long terme des agriculteurs pour faire face aux incertitudes de la production agricole et les méthodes traditionnelles de mise en commun des risques d'inondation. On voit aussi qu'il y a une dualité des effets néfastes des inondations. Donc, lorsqu'il y a un manque d'eau, on parle de sécheresse. Un excès d'eau, on parle d'inondation catastrophique. Donc, cette étude-là aussi mentionnée comme la productivité comme étant le taux de rendement. C'est mesuré comme étant la production réalisée par unité de terre. Ce qu'elle a fait ressortir aussi, c'est qu'elle expose un manque d'attention accordée au secteur agricole par des études sur l'évaluation des domaines causés par les inondations. Entre autres, lorsqu'on a les inondations qui se produisent dans des premières stades de croissance, eux, c'était lors de la plantation de riz, au cours desquels aucune production de riz n'est prévue. Les agriculteurs replantent normalement les cultures de riz. Mais nous, ici, au Québec, est-ce que c'est la même situation? C'est une des questions qui a soulevé suite à cette étude-là. Lorsqu'on parle de problématiques avec l'agriculture dans les plaines inondables, avec les impacts des écosystèmes, on sait que l'agriculture est essentielle pour la population,
mais elle a aussi également des impacts sur les écosystèmes. Quand on la jumelle avec les plaines d'inondation, qui est dominée par les perturbations des dynamiques hydrologiques, on va voir qu'il y a la présence de différents régimes d'inondation qui peuvent empêcher les semis ou les retarder, qui peut diminuer la production agricole lors de semences tardives et qui va aussi altérer la fertilité du sol au printemps, donc l'état de santé des plantes en saison de croissance. On voit alors une influence autant positive que négative qui peut se produire sur le territoire. Euh, Ces impacts-là ont un impact sur les écosystèmes et autant sur les services écosystémiques par rapport à la qualité de l'eau, la pollinisation et le cycle des nutriments, la rétention des sols, la séquestration du carbone et la conservation de la biodiversité. Mon projet va se situer à travers le pôle d'expertise multidisciplinaire pour la gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre. Ce pôle-là a été créé en 2018 et il a comme mandat de proposer une stratégie d'intervention dans la zone littorale favorisant la mise en place d'une agriculture durable, adaptée et respectueuse de l'écosystème du lac Saint-Pierre, estimant la restauration du milieu prioritaire. Le lac Saint-Pierre a eu la nomination Ramsar en 1998 et en 2001 a été reconnu comme réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO. Euh, Ce pôle-là est régi par trois ministères provinciaux, donc l'agriculture, pêcherie et alimentation, forêt, fonds et parcs, environnement et lutte contre les changements climatiques au Québec, et trois universités, dont l'Université Laval, McGill et l'Université Trois-Rivières. Le site d'études est bien sûr le lac Saint-Pierre. Et vous voyez ici, c'est le lac Saint-Pierre. Ce que vous voyez, c'est la plaine inondable, qui est la zone de récurrence 0-100 ans. Donc ici, on a la zone de récurrence 0-2 ans, qui correspond à la chance d'avoir une inondation à tous les 2 ans. On a la zone 0-20 ans qui correspond à avoir une chance d'inondation à tous les 20 ans, une fois tous les 20 ans, et 0-100 ans, donc la même chose en vert, qui est tous les 100 ans, on a une chance d'avoir une inondation extrême. Cette zone-là, on appelle ça la zone du littoral, qui est en fait la zone de transition des milieux aquatiques et terrestres. Une des problématiques, c'est les écosystèmes et l'occupation du sol. Le lac Saint-Pierre est localisé dans les passages du Saint-Laurent, parce qu'il y a une prédominance agricole qui correspond à 39 du territoire du recherche de pôle. On a aussi des milieux aquatiques au profond, des milieux humides et des milieux boisés qui couvrent respectivement 22 17 et 11 du territoire. Les figures ici illustrent l'évolution de l'occupation des sols autour du lac Saint-Pierre et montrent une augmentation de l'agriculture intensive dans les années 1990. Donc, on peut voir que les agricultures annuelles entre 1950 et 1997 sont plus importantes en 97 et on a une prédominance de maïs et de soya. Donc, savoir si le type de culture va avoir un impact différent selon les inondations. La problématique du lac Saint-Pierre est particulière parce qu'à notre connaissance, on a peu d'études qui ont regardé l'impact des crues printanières sur la productivité agricole. C'est une problématique qui est hautement importante dans le cadre du projet du lac Saint-Pierre, où est-ce qu'on a une forte variabilité interannuelle des crues qui peuvent amener des impacts contrastés sur l'agriculture d'une année à l'autre. Par exemple, lorsqu'on regarde l'image du haut ici, c'est une inondation qui a été produite en 2019, où est-ce qu'on voit une inondation très importante du territoire, et en bleu ici. Et ce qui est brun foncé, c'est de la présence d'eau, tandis que ce qui est rose beige, c'est des terres sèches. Si on compare l'année 2020, on voit une importance d'inondation moindre. Pour des mêmes secteurs, on peut voir que le sol a été inondé, mais on voit que les parcelles peuvent être partiellement inondées ou pas du tout inondées comparé à l'année d'avant. Donc, ça, c'est la complexité du milieu pour l'analyse.
L'objectif de ma recherche repose sur la prémisse que le moment de l'inondation par rapport à la phénologie des cultures et aux opérations critiques sur le territoire joue un rôle crucial dans l'ampleur des pertes qui va en résulter. Dans le fond, comme le cas du lac Saint-Pierre est exceptionnel, euh, parce que les principales inondations sont liées à la fonte des neiges au printemps avant le début des périodes de croissance. Euh, on n'a pas vraiment eu d'études qui mentionné ça. On a néanmoins de fortes variabilités interannuelles des inondations qui vont impacter grandement le temps de résidence et le moment de retrait de l'eau. Puis cela, ça va pouvoir impacter la productivité agricole des champs. Donc, si on regarde les cultures de maïs et soya qui sont très abondantes sur le territoire, euh, ça va probablement avoir un effet différent. Euh, Ici, je vous ai fait une échelle de temps qui vous montre les dates de fin de semis pour le maïs et le soya et le fin de récolte, pareil pour le maïs et le soya, dans le fond, qui vous permet de voir à quel moment l'agriculteur doit avoir planté pour pouvoir être assuré et à quel moment il doit récolter pour toujours être assuré par la financière agricole. Donc, ces moments-là sont cruciaux pour euh, la productivité agricole de l'année en question. On va utiliser la télédétection pour pouvoir détecter comment la productivité est sur le territoire. La télédétection est utilisée comme un outil de gestion pour optimiser l'utilisation du territoire et les ressources employées pour son exploitation. Dans le fond, ça a été développé depuis les années 1980 parce qu'il y a eu plusieurs technologies qui ont été développées et qui ont permis une spécialisation selon le besoin de la détection du couvert végétal à la détection des besoins hydriques des plantes. Donc, avec ces multiples outils-là, on va permettre d'optimiser l'agriculture selon plusieurs indices qui ont été développés. Je vous montre la grande liste des outils développés. Euh, Chaque outil va dépendre de la méthode d'analyse et donc dépend des objectifs de la recherche. Donc, on en a qui sont développés pour être utilisés pour évaluer les pertes des récoltes, qui permet d'intégrer les concepts de fonction des risques au danger à la vulnérabilité et aux éléments à risque du territoire. Un des indices qui est le plus couramment employé dans l'analyse du couvert végétal à feuille de gestion est l'indice de végétation normalisée, le NDVI. C'est celui-là. Cet indice-là correspond à un rapport de réflectance des longueurs d'onde du rouge et dans le visible et de l'infrarouge. Donc, comment cet indice-là fonctionne, c'est qu'il va décrire comment les plantes absorbent et réfléchissent les différentes longueurs d'onde. Donc, c'est un indice qui est fortement sensible à la biomasse qui est présente et à la santé de la végétation lors des différents stades de croissance des cultures. Donc, on peut voir ici les différents stades. Euh, cet indice-là, il permet d'obtenir un proxy de la production agricole, donc c'est un excellent outil pour les mesures du projet. C'est un outil qui a une échelle entre -1 à 1. Donc, plus on tend vers le 1, plus on a un couvert végétal important en bonne santé. Et si on tend vers le 0, c'est qu'on n'a soit pas de couvert végétal ou des plantes qui ne sont pas en santé. Toutes les valeurs de 0 à -1 souvent sont associées à des couverts de neige ou d'eau. Euh, pour notre projet de recherche, je vais utiliser le NDVI Max qui correspond au pic de croissance. On utilise ça afin de pallier les défis en lien avec la technologie de la végétation. Les objectifs et hypothèses de mon projet. Donc, l'objectif du projet est d'identifier à l'aide de la télédétection comment les inondations printanières, intensité et durée influencent la productivité agricole dans le littoral du lac Saint-Pierre. L'objectif spécifique 1, c'est de développer des indicateurs d'impact des inondations sur la productivité végétale à partir de la carte satellitaire de l'indice végétation normalisée, donc du NDVI. La question est
comment la durée et le temps de résidence des inondations printanières vont varier le signal NDV au moment du pic de productivité. Donc, l'hypothèse retenue, c'est que la durée de l'inondation et la date de disparition de l'eau vont avoir un impact important sur la productivité des cultures ainsi que sur les opérations critiques du terrain. Donc, ça va se traduire par une baisse du signal NDV dans les champs affectés par les inondations. L'objectif spécifique 2, ça va être de déterminer si les impacts d'inondation varient selon le type de culture. Donc, est-ce qu'on va voir une variation en fonction du type de culture par rapport aux inondations? L'hypothèse retenue, c'est les impacts seront plus prononcés pour les cultures qui doivent être plantées plus tôt au printemps. Donc ici, j'ai fait une ligne de temps pour vous illustrer à quel moment on s'attend à avoir chaque type de semence. Donc le maïs grain va être planté avant le soya, le soya semence, le maïs sucré, le maïs fourragé. C'est la chronologie. On s'attend que le maïs grain soit plus affecté que le maïs fourragé, par exemple. Pour la méthodologie, on va utiliser les données NDVI satellitaires. Comme il a été cité plusieurs fois, le NDVI va permettre de démontrer la relation avec les conditions des plantes et estimer leur rendement. C'est sûr qu'au cours de notre étude, on va peut-être utiliser d'autres indicateurs, mais l'analyse va se concentrer sur les données Sentinel-2 qui offrent une imagerie spectrale à une résolution de 10 mètres et une résolution temporelle de 5 jours avec présence de nuages. Ça va nous permettre de bien identifier le signal phénologique des différentes cultures. On va se concentrer sur 3 années contrastées, l'année 2019, 2020 et 2021. Euh, pour faire l'analyse, on va utiliser les données du niveau d'eau et les indices d'inondation. On utilise tout d'abord le modèle numérique d'élévation MNE fait par LIDAR, procuré par Pierre-André Bordelot du RIV. Cet indice-là nous permet de calculer le niveau d'eau à partir des données de débit des stations hydrométriques. Ensuite, on va avoir la durée des inondations qui va correspondre au temps de résidence de l'eau sur la terre agricole. Ça va nous permettre d'estimer le décalage entre le début de saison habituelle et la saison agricole actuelle, ainsi que l'impact du retard de semis qui pourrait se produire sur notre territoire. Le moment de retrait des eaux correspond à la fin de l'inondation. Et ça nous permet d'estimer le délai entre la fin des inondations et le début de la période de croissance de la récolte. Cette information-là pourrait nous renseigner sur l'état d'humidité des sols et le délai nécessaire pour permettre le semis et donc le début de croissance des cultures. Ici, on va aussi utiliser les données de culture qui est prise par la base de données des parcelles et productions agricoles déclarées, la BDPPAD de la financière agricole, et on va se concentrer sur le maïs et sur le soya. Si je vous explique brièvement l'image que je vous ai montrée ici, c'est pour l'année 2019. Pour donner une idée, le jaune, c'est les cultures de maïs. Le rouge, c'est les cultures de soya. Et le vert un peu plus terne ici, c'est toutes les autres cultures qu'on peut retrouver sur notre territoire. Donc, on peut voir que le maïs et le soya est très important sur notre territoire. Je vous ai aussi mis la zone de littoral, qui est notre zone de récurrence 0-100 ans, en vert fluo, pour vous montrer que j'ai quand même plusieurs champs qui sont dans cette zone d'études. Ensuite, avec toutes ces données-là, on va pouvoir faire l'analyse statistique des relations entre les inondations et les indices de productivité. On va utiliser un modèle linéaire mixte généralisé qui va permettre d'intégrer les effets aléatoires et les données non normales. Donc, pour pouvoir produire ce genre de tableau-là. Donc, on voit les valeurs du NDVI selon les différents niveaux d'élévation d'eau. Et on va pouvoir mettre la courbe selon le type de culture. Donc ici, les points rouges, c'est le maïs et les points bleus,
c'est le soya. Donc, c'est ça l'objectif de notre recherche, pouvoir identifier des cultures de riz. Je vais vous présenter quelques résultats préliminaires. Donc, pour l'année 2019, j'ai réussi à vous sortir des images de valeur de NDVI pour les cultures de maïs. Et je vais vous donner une idée, la zone rouge, c'est le niveau d'inondation pour l'année 2019. Ce niveau d'inondation se rapproche à une zone de récurrence de 0,20 ans sur le territoire. Donc, on peut voir que dans la zone intérieure, on a quand même quelques cultures qui vont être identifiées. On voit que le pic de croissance a bien été atteint parce qu'on a des valeurs qui se situent plus proche de 1, mais on a aussi quelques valeurs qui sont moins d'importance. Ça va être associé à la date en day of year, donc date de l'année où est-ce que la culture a atteint son pic de croissance. Donc, j'ai changé la limite, la couleur de la limite du niveau d'eau pour pouvoir ne pas altérer les résultats des dates en jour. Ici, on a des dates qui varient entre le 31 juillet jusqu'au 24 septembre. Et dans le fond, le pic a été atteint pour certaines terres entre le 31 juillet au 4 août. Et d'autres, on a ici qui ont été atteints plus vers la fin du mois d'août, 28 août au 3 septembre. Donc, on a une belle variabilité. Ça, c'est juste pour le maïs. Je vous ai sorti aussi des images pour le soya, mais je n'ai pas mis la limite pour ne pas vous affecter les résultats pour donner une meilleure visibilité. On voit qu'entre le maïs et le soya, pour la même année, on en a plus sur le territoire et on a quelques zones seulement qui n'ont pas atteint leur pic de croissance, qui ont des valeurs de NDVI très faibles. Et que les dates sont très variables ici sur un territoire. On peut voir que plusieurs dates vont avoir sur une même parcelle atteint le pic à différents moments. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant. Les prochaines étapes pour mon projet, ça va être d'obtenir les cartes de résidence d'eau pour chaque année. Donc, chaque pixel qui va être couvert d'eau va être découvert, ainsi le moment que ce pixel d'eau va être retiré. Après ça, tout transférer dans R pour pouvoir les analyser dans un tableau et faire l'analyse statistique pour pouvoir produire les graphiques que je vous ai montrés. Donc, j'aimerais remercier le RISC pour la bourse, le pôle pour l'opportunité de travail et mes directeurs pour ce magnifique projet. Avez-vous des questions? Merci beaucoup, Amélie. Excellente présentation, très claire, très didactique. Félicitations. Donc, c'est le temps des questions. Soit vous utilisez encore une fois le chat, soit vous levez la main. Alors, je vais peut-être briser la glace. Moi, j'en aurais une. Tu l'as mentionné, puis je pense que c'est tes prochaines étapes, voir comment un peu la durée des inondations affecte évidemment différents types de cultures. Ben, j'ai une question pour toi, peut-être tu l'as analysé ou c'est peut-être des choses que tu vas regarder. Tu vas parler de ça d'ailleurs. Il y a une forte variabilité d'année en année, non seulement des inondations, mais de la durée. Cette année, par exemple, je suis passé moi, à Yamachiche la semaine dernière, donc au bord du lac Saint-Pierre, qui était en situation d'inondation mineure. L'année dernière, on n'avait pratiquement rien eu. Est-ce qu'il y a des tendances en termes de changement dans la durée, mais aussi des types d'inondations d'année en année dans le lac Saint-Pierre? C'est sûr que oui, chaque année est particulière. Juste quand on regardait les images de l'année entre 2019 et 2020, on voit, je vais juste vous montrer l'image. Je trouve que c'est l'image qui parle le plus dans mon celle-là. On voit très bien les différentes inondations. C'est sûr que ça, c'est une inondation très contrastée. Par rapport à tendance, il faudrait plus une analyse temporelle pour voir la tendance des inondations. Au départ, c'était l'intention qu'on avait d'avoir
une analyse avec Sentinel-2 qui nous permet de voir très spécifiquement la phénologie de la croissance des plantes puis à court terme, puis éventuellement faire une étude sur une trentaine d'années avec l'ANSAT qui nous permet d'avoir des images moins fréquentes par année. On a une période de revisite de 16 jours, donc on n'est pas certain d'avoir tout le temps le pic de croissance avec ces images-là, mais on a une échelle temporelle plus longue. On peut avoir jusqu'à 35 années de données, genre, qui nous permettrait justement de voir cette tendance-là. Malheureusement, pour mon projet de maîtrise, comme c'est déjà énorme, on va juste se concentrer sur les 3 années. Donc, ça nous permet moins de voir les tendances d'année en année. Ouais. OK. Parfait. Il y aurait des questions? Alors, je vais la poser parce que moi, j'aime les oiseaux. La semaine dernière, encore une fois, je passais. C'est une zone, où, évidemment, où il y a énormément d'oiseaux migrateurs qui sont arrivés d'ailleurs cette année un petit peu tôt. Il y en a certains beaucoup dans les champs. Est-ce que c'est des choses que toi ou tes collègues regardez, l'impact de la présence des oiseaux migrateurs? Parce que, évidemment, dans les champs, quand ils ne sont pas couverts d'eau, c'est une source de nourriture importante. Est-ce que ces éléments-là aussi font partie des choses que vous regardez ou pas à l'intérieur du... Moi, mon projet de recherche, c'est vraiment l'agriculture et les inondations, mais je sais qu'il y a plusieurs différents niveaux de recherche sur le pôle. On a l'aspect environnement et environnement qui est plus ce que moi je fais. On a aussi faune, on a aussi impact socio-économique. Donc, on a plusieurs sphères. Ça, c'est plein de projets qui sont observés. Si ça vous intéresse, je vous référerai surtout au site du pôle qui pourrait vous donner une idée de quel projet touche plus les oiseaux par rapport à ça. Mais ça, c'est pas, c'est pas nécessairement ce que je connais. On est tellement beaucoup dans le pôle que je me rappelle pas des projets de tout le monde, malheureusement. Je sais qu'il y a des sites de nidification pour les oiseaux, mais aussi surtout pour les espèces de poissons. Donc, effectivement, tu as raison, le pôle est une source d'informations très nombreuses sur Oui. toutes sortes de choses qui se passent effectivement dans l'environnement qui est non seulement magnifique, mais qui est extrêmement important pour la biodiversité locale aussi. Oui. Alors, dernière chance, est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Non, s'il n'y en a pas, bah, merci beaucoup encore une fois, Amélie. Merci à toi. Et puis, on va passer notre deuxième présentateur, donc Franck Aurélien, qui possède une maîtrise en mathématiques du Cameroun, puis également en démographie gestion des risques à l'Université de Liège en Belgique, et actuellement en phase de rédaction de sa thèse de doctorat à l'ENAP sous la direction de Pierre-André Bouchard. Donc, sans plus tarder, la parole est à toi, Franck. Merci beaucoup encore une fois d'être là. Merci à toi, Philippe. Merci à tous ceux qui assistent à cette présentation. Ma présentation s'intitule « Analyse coût-bénéfice des 3 mesures de protection contre les inondations dans le bassin versant du lac Champlain et de la rivière Richelieu ». Donc, mes travaux sont principalement financés par le risque. Je suis boursier de du deuxième programme du risque, c'était en 2000. Cette étude porte sur le bassin versant du Richelieu et de la rivière du Richelieu et du lac Champlain. Déjà, ce bassin versant est très vulnérable aux inondations. Les années 2011, 2017, 2013, 2019, cette région a connu d'énormes dommages liés aux inondations. Je reprends ici les dommages durant l'année 2011. On a par exemple vu au niveau du secteur résidentiel plus de 2535 résidences déplacées dans le bassin versant. On a vu le transport, le réseau du transport perturbé, plus de 100 ponts et routes endommagées. Le bassin versant, il faut le dire, prend une partie du Canada et une partie des États-Unis. Donc, sur ce, sa gestion
ne peut pas être faite comme d'autres gestions où le risque se situe seulement au niveau d'un seul pays. Le risque ici est transfrontalier. Et quand le risque est transfrontalier, ça implique une gestion participative entre les deux États. C'est pour cela que la Commission mixte internationale a été créée dans les années 1900 pour gérer ce risque transfrontalier entre les États-Unis et le Canada. Et donc, c'est dans ce cadre que cette étude a été écrite parce que plusieurs experts de la commission se sont réunis et ces experts ont proposé 3 mesures structurelles de lutte contre les inondations. Il était question pour la commission de savoir quelle est la meilleure mesure structurelle à adopter dans la gestion des risques au niveau du bassin versant de la rivière du Richelieu et du lac Champlain. Et donc, l'objectif de cette étude était de dire donc, aux décideurs américains et canadiens la mesure la plus appropriée. Et donc, il y a 3 mesures principales qui seront étudiées ici. Il y a le déservoir submergé. C'est une mesure qui permet de réduire, d'accélérer les débits d'eau quand il y a de fortes crues et de réduire les débits en cas de faible crue. Il y a également la deuxième mesure, c'est-à-dire une diversion, c'est-à-dire qu'on va faire passer l'eau de la rivière du Richelieu par un canal pour aller se déverser dans le bassin du Chambry. Ainsi, ça va réduire les inondations au niveau de la rivière du Richelieu. La troisième alternative, c'est un jumelage des 2 premières mesures, mais cette fois-ci avec une diversion un peu plus petite. Et ce que nous allons essayer de faire, c'est que nous allons essayer de mesurer l'efficacité de ces 3 mesures structurelles sur 3 secteurs, sur 3 principaux secteurs, parce que nous pensons que ce sont ces différents 3 secteurs qui composent l'ensemble des dommages. En fait, la plupart des dommages se situent généralement au niveau résidentiel ou commercial ou agricole. Donc, ce que nous allons essayer de faire dans notre travail, les principaux résultats, avant de passer au niveau de la méthodologie, nous présentons les principaux résultats. Au niveau du secteur résidentiel, c'est l'alternative 3 qui a été la meilleure et l'alternative 1 et 2 ont été ex aequo. Ça, c'est au niveau du Canada. Et au niveau des États-Unis, c'est plutôt l'alternative 1 qui est au-dessus de l'alternative 2. Au niveau du secteur commercial, on voit que c'est l'alternative 3 qui vient en première position, l'alternative 1 ensuite et l'alternative 2. Au niveau du secteur agricole, c'est l'alternative 1 qui viendra en première position, en suivi de l'alternative 3. Mais ces différentes alternatives-là, dans cette première dimension, nous essayons de voir l'alternative qui permettait d'éviter le plus de dommages. Puis, nous sommes allés dans une analyse coût-bénéfice. Et quand on va dans l'analyse coût-bénéfice, ce n'est pas forcément l'alternative qui permet de réduire le plus de dommages qui est la plus efficiente. Et en termes d'efficience, donc, c'était l'alternative 1 qui venait en première position. L'alternative 1 $, dépensé pour l'alternative 1 permettait de réduire environ entre 3,5 et 4,48 de dommages. Par contre, l'alternative 3 permettait de réduire entre 1,39 et 1,98 $, $1 supplémentaire dépensé pour cette alternative. Nous allons essayer de voir la méthodologie qui a conduit à ces différents résultats. Déjà, au niveau de la revue de la littérature, nous avons essayé de recenser la littérature qui aborde les courbes de dommages. La littérature, principalement pour évaluer les dommages associés aux inondations, s'intéresse beaucoup plus aux courbes profondeur dommages. Donc, à partir d'une certaine hauteur des inondations, des experts sont capables, des études ont montré qu'il est suffisamment pertinent de mesurer la quantité de dommages. Par exemple, dans une maison résidentielle, des données peuvent par exemple dire que si on a 1 mètre d'auteur d'eau, on peut s'attendre approximativement à 15% de dommages. Donc, c'est sur cette base-là que nous sommes partis pour estimer nos différentes courbes de dommages.
Et plusieurs experts ont également montré qu'il était pertinent de regarder les dommages en termes de pertes indirectes et de pertes indirectes. Nous allons également voir pour les courbes dommages associées aux différents types de bâtiments, parce que les courbes dommages sont spécifiques aux résidentiels, aux non résidentiels, au public et aux agricoles. Donc, dans ce travail, nous distinguons les courbes associées aux résidentiels, aux non résidentiels et au secteur agricole. Pour les courbes liées aux résidentiels, nous nous appuyons particulièrement sur le travail de Doyon et Hall, qui ont travaillé sur 12 courbes de profondeur dommages sur plusieurs bâtiments au Canada, dans le bassin versant, plus de 7000 bâtiments. Et nous avons également les coûts d'évacuation qui sont donnés par FEMA. Au niveau des dommages résidentiels, c'est également classifié en dommages matériels et en dommages indirects. Dommages indirects, nous avons les pertes de revenus par secteur qui a été enrichi par les auteurs tels que Van der Ven. Nous avons également des pertes de revenus touristiques. Au niveau des dommages agricoles, nous avons la méthodologie qui se repose sur celle de Rousseau et Savary. Ces auteurs ont pu capturer les dommages liés aux inondations associées au secteur agricole en tenant en compte des dates de semis, des récoltes, des pertes de rendement et des dommages structurels également. Et donc, ce tableau résume à peu près l'ensemble des méthodes qui ont été utilisées en donnant bien sûr les principaux contributeurs. Secteur résidentiel, par exemple, vous allez voir que c'est Doyon et Hall qui ont davantage fourni cette section. Et vous allez voir qu'il y a une étoile et 2 étoiles. Une étoile, c'est pour dire que ce sont des dommages directs et 2 étoiles, c'est pour parler des dommages indirects. Et nous l'avons fait pour le Canada et pour les États-Unis. Il faut dire que pour les données du Canada, nous avons assez de données sur le Canada. Pour les États-Unis, malheureusement, très peu de données, mais les données que nous n'avions pas, nous les avons estimées ou alors nous avons pu compter sur l'appui d'autres collaborateurs parce qu'il faut dire que ce travail étant dans un cadre multi-acteurs, nous avons eu une panoplie de sources de données. Au niveau de la méthodologie, nous nous reposons principalement sur 2 méthodologies. Le premier, c'est une méthode, c'est la méthode autorégressive des niveaux d'eau qui nous permet de calculer sur des quarts de mois, de simuler sur des quarts de mois les différentes hauteurs d'eau à chaque point du bassin versant. Au total, il y a environ plus de 10 000 points, 10 000 points répertoriés sur le bassin versant dont nous sommes capables d'estimer la hauteur d'eau. Également, nous avons le ratio avantage-coût. Ce ratio nous permet de mesurer la quantité de dommages évités en investissant sur $1. Par exemple, si le ratio avantage-coût nous donne 4, cela signifierait que $1 investi permet de prévenir $4 de dommages. Le C dans la formule représente le coût de la mesure, B représente le bénéfice et PI représente la probabilité associée à un état du monde. Un état du monde ici est vu comme les différentes hauteurs d'eau possibles dans le bassin versant. Au niveau des données, comme je l'ai principalement dit, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs acteurs qui ont contribué dans la fourniture des données. Par exemple, les données au niveau des niveaux d'eau, c'est HHM qui a fourni ces données. Au niveau des prix des mesures structurelles, parce que les 3 mesures structurelles ont été évaluées par des ingénieurs et c'est FMM qui a donné ces différentes mesures. Donc, vous avez ici l'ensemble des acteurs qui ont participé pour que nous puissions avoir l'ensemble de nos différentes données. Et l'une des principales sources de données étaient les données hydrologiques historiques sur plus de 10 000 points. C'est ça qui nous a permis d'estimer pour chaque mesure structurelle la quantité de dommages évitables. Là, maintenant, je vais vous parler des 3 principales méthodes que nous avons, des 3 principales mesures structurelles. La première mesure structurelle, c'était le désherboir submergé. L'idée ici, c'était d'enlever déjà tout ce qui est fait au niveau du canal de Chambry
dans ce secteur-là, enlever les différentes structures qui existent et de remplacer par un déservoir submergé. Le déservoir, comme je l'ai précédemment dit, a pour objectif d'accélérer les débits lors de l'augmentation des crues, ce qui permet en sorte que la rivière Richelieu ne déborde pas. Et quand quand les hauteurs d'eau sont très basses, le débit ralentit. La deuxième mesure structurelle, c'est de créer une sorte de diversion qui va ramener l'eau de la rivière Richelieu vers le bassin de Chambly. Donc, lors des fortes crues, il faut dire que cette diversion-là s'ouvre ou est opérationnelle seulement lorsque les crues atteignent un certain seuil qui sont définis dans notre rapport. Donc, quand il y a forte crue, on ouvre cette diversion-là et l'eau en abondance, le surplus d'eau va couler à travers ce canal-là. Donc, ce canal permet, comme je l'ai tantôt dit, de détourner la rivière du Richelieu vers le bassin de Chambly. Et ensuite, elle permet également, comme je l'ai tantôt mentionné également, elle sera donc activée au moment où il y aura de fortes crues. La troisième mesure structurelle, c'est une combinaison de la première et de la deuxième, c'est-à-dire que nous mettons une diversion, mais cette fois-ci de taille plus petite, 2 mètres environ, et ensuite nous créons également une structure, c'est-à-dire un déservoir qui permet également de réduire, d'accélérer les débits lors des fortes crues. OK, avant de présenter je vais maintenant présenter les différents résultats. J'ai préféré le présenter ça en termes de graphique. Ici, vous allez voir qu'en noir, c'est si rien n'est fait. Et comment interpréter cette courbe? Cette courbe peut s'interpréter en termes de plus elle est éloignée de l'axe des abscisses, mieux c'est. Vous voyez par exemple que la courbe, que ce soit du côté du Canada ou des États-Unis, c'est la courbe en rouge qui s'éloigne le plus de la courbe en noir. L'espace qu'il y a entre les courbes bleu, vert, rouge et la ligne noire mesure en quelque sorte la quantité de dommages évitables par la mesure structurelle. On voit par exemple que les mesures ont plus d'efficacité au niveau du Canada parce que l'espace qu'il y a entre les baselines, c'est-à-dire la ligne en noir et les autres lignes, est beaucoup plus importante du côté du Canada. Cela est peut-être dû à la position du Canada, à la position des mesures structurelles par rapport aux deux pays cités. Et on voit principalement que c'est la première mesure est la mesure en rouge. Du côté du Canada, la limite n'est pas très claire entre la deuxième mesure et la troisième mesure, c'est-à-dire entre le déservoir et le cumul des deux autres mesures, parce qu'on voit que la ligne verte et la ligne rouge sont très proches et la mesure bleue, c'est-à-dire la deuxième mesure, la diversion, apparaît comme la moins bonne des trois mesures. Ça, c'est pour le secteur résidentiel. On va voir qu'il y a une légère différence au niveau du secteur agricole. Quand nous passons au secteur agricole, c'est toujours la troisième mesure qui est la plus adaptée, mais on se rend compte que pour des risques beaucoup plus élevés, ce serait la diversion qui serait beaucoup plus pertinente. Et comme on le voit également au niveau des États-Unis, on va se rendre compte que la différence entre les trois mesures n'apparaît que pour des dommages vraiment élevés. Par exemple, si on se trouve en dessous de 400 000 $ de dommages, il n'y aura pas de différence véritable entre les trois mesures pour le secteur agricole, bien sûr. Au niveau du secteur commercial, voici les résultats. On voit que la mesure rouge apparaît toujours en première position, suivie de la verte et de la bleue. Précédemment, ce que je viens d'exposer là, ces résultats ne tiennent pas compte des coûts des mesures structurelles.
Par exemple, on peut dépenser des centaines de milliards pour résorber l'entièreté des dommages. Mais est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant de milliards si les dommages réduits sont très en dessous de ces milliards-là? Ça, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était également important de regarder ça sous un autre prisme en termes d'efficacité. Et donc, nous avons regardé les prix des différentes alternatives. L'alternative une est la moins coûteuse, même si c'est elle, si vous vous souvenez, qui réduit le moins de dommages. Et l'alternative 2 est la suivante, est celle qui coûte la plus chère, 95 millions. L'alternative 3 est celle qui coûte, est la deuxième plus coûteuse avec 17,75 millions. Et comme précédemment dans nos résultats, on avait vu qu'il y avait pas une très grande différence entre l'alternative 3 et l'alternative 2, on a éliminé l'alternative 2 de toutes les solutions possibles parce qu'elle était très chère et elle ne se distinguait pas véritablement de l'alternative 3. Et donc, dans ce tableau, résume en termes d'efficacité les trois alternatives et comme je l'ai précédemment mentionné, les ratios avantages-coûts par pays. Et on va se rendre compte que pour la variante 1 dollar dépensé réduit sensiblement 3,5 dollars côté Canada et côté États-Unis 4,48 dollars. Cette mesure est suivie par l'alternative 3 qui, pour 1 dollar dépensé, prévient 1,39 dollars côté Canada et 1,98 dollars côté États-Unis. Donc, on se rend compte que certes, l'alternative 3 et 2 en termes de dommages, en termes de réduction des dommages est meilleure que l'alternative 1, mais si on va dans un point de vue d'efficience, on se rend compte qu'il est mieux d'investir sur cette alternative parce qu'elle est très peu coûteuse et en termes de bénéfices-avantages, elle est celle qui apporte le plus d'avantages. Donc voilà, résumer l'ensemble de ce travail que nous avons fait en étroite collaboration avec d'autres organismes et la CMI, bien sûr. Donc merci infiniment pour votre aimable attention en attendant vos questions. Merci beaucoup, Franck-Aurélien, également. Excellente présentation, très claire. C'est vraiment aussi un excellent projet que tu as là. Alors, c'est le temps pour les questions. N'hésitez pas. Ce matin, je sais que ce n'est pas encore le printemps, on peut briser la glace, mais allez-y. Alors, je vais aller avec une question parce que ce soit l'alternative 1, 2, 3, que je comprends, ça règle le problème entre, je dirais, Saint-Jean-sur-Richelieu et le bassin de Richelieu, mais ça ne règle pas, par contre, les problèmes en aval, parce que quand bien même on dérive de l'eau en direction du bassin de Chambly, en aval, il continuera à avoir toujours le même volume d'eau. Est-ce qu'il y a des choses, par contre, que toi tu fais ou d'autres collègues qui tiennent compte aussi de tous ces enjeux-là? Parce que les plus gros dommages, à ma connaissance, ne sont pas uniquement dans le secteur justement entre Chambly et Saint-Jean. Peut-être ton commentaire là-dessus. Oui, effectivement, quand on adopte ce type de mesure, c'est clair que ça évite davantage le problème du côté en amont, c'est-à-dire du côté de Richelieu, plutôt que du côté plus bas, du côté du canal de Chambly. Bon, je n'ai pas particulièrement de connaissances sur les dégâts que ça engendre au niveau de Chambly, mais les données ont été simulées sur tout le bassin versant de Richelieu et de Chambly. Peut-être que à l'extérieur de ce bassin versant, peut-être qu'il y a des dommages, mais les trois alternatives ont été simulées dans ce bassin versant et les résultats sont que si on prend les données de manière agrégée et collective, il y a bel et bien efficacité de la première mesure et de la deuxième mesure. Non, mais c'est par contre très, très intéressant parce que là, tu montres à quel point finalement les différents types de mesures, même pas forcément les moins coûteuses, mais plusieurs types de mesures peuvent quand même améliorer certainement les choses, notamment en termes de coûts économiques. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a
des questions, commentaires? Alors, je vais y aller d'un autre commentaire, parce que ça fait plusieurs années qu'on en parle, en fait, ça fait longtemps. Est-ce que vous avez envisagé, éventuellement, ça fait plusieurs années qu'on parle de faire, il y a un seuil au niveau, évidemment, de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc des hauts fonds, de diminuer ce haut fond-là pour permettre, en fait, au lac Champlain, justement, d'être, de diminuer son niveau, puis de pouvoir, justement, évacuer l'eau pour éviter qu'il se ramasse, évidemment, à accumuler de l'eau en amont de ce seuil-là. Est-ce que c'est les choses, éventuellement, qui sont en discussion ou que toi ou d'autres collègues regarder comme alternative? Oui, je pense que plusieurs alternatives dont vous citez ont été mises sur la table et pour des raisons que j'ignore, ce sont ces trois alternatives présentées dans le rapport qui ont été retenues. Mais je pense qu'il y avait plusieurs alternatives, mais c'est juste ces trois qui ont été retenues. Mais par contre, dans le cadre de ma thèse doctorale, je ne m'arrête pas juste aux mesures structurelles, mais également aux mesures non structurelles, notamment à travers le financement des dommages. Parce qu'il est possible, on l'a démontré, on a sorti un théorème qui démontre que la gestion des inondations ne devrait pas seulement être structurelle. Par exemple, ça ne sert à rien de construire des infrastructures structurelles pour réduire des dommages, des faibles dommages. Donc, dans le cadre de l'exploitation des mesures non structurelles que nous explorons, c'est de combler après par des dommages financiers, parce que quand vous mettez sur, quand, vous, quand une mesure structurelle est mise sur pied, cela n'empêche pas toujours les dommages. Ça va réduire les dommages à une certaine quantité. Il y aura toujours plus tard quelques dommages qui pourront se produire et nous, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut mettre sur pied une politique financière qui permet de dédommager ce risque non couvert par des mesures structurelles. Très bien. Donc, vraiment, projet très complet. D'ailleurs, tu termines, tu disais que tu es en phase de rédaction de ta thèse, donc j'imagine que… Oui, effectivement, je suis en phase de rédaction de ma thèse. Je pense que le premier article est fini. Il me reste 2 articles. La proposition de thèse devrait normalement être validée ces quelques jours, mais je pense que ça avance très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Non, ben, s'il n'y a pas de questions, on va terminer. Il est déjà 12h57. Merci beaucoup, Franck-Aurélien. Excellente présentation. Merci aussi, Amélie, pour votre présence et votre excellent travail. Donc, n'hésitez pas, que ce soit d'ailleurs dans le cas de Franck-Aurélien, mais également de Amélie, à nous partager aussi, une fois que vous avez, que ce soit des articles, vos mémoires et tout ça, qu'on puisse en faire bénéficier tout le monde, mettre ça sur notre site web et mettre ça dans nos listes de référence. Donc, félicitations pour votre excellent travail. On a hâte de tous se voir aussi en vrai très bientôt. On a aussi, j'en profite pour l'Assemblée générale, donc vous les étudiants aussi et tout le monde, les membres de RIS sont invités. Donc l'Assemblée générale qui aura lieu justement le 31 mai et le 1er juin prochain à l'INRS et à l'ENAP. On a d'ailleurs mis cette information-là non seulement sur notre site web, mais aussi sur notre dernière infolettre. Donc, merci Amélie, merci Franck, merci Valérie, merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas que c'est le jour de la Terre, donc il y a peut-être des mesures qu'on peut prendre justement pour prendre soin de notre terre, qui est notre terre nourricière, n'est-ce pas Amélie? On parle de l'agriculture, mais aussi toi Franck, quand on parle justement de mesures pour préserver non seulement les milieux naturels, mais aussi les milieux qui sont évidemment là où vivent les humains. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une belle journée, bonne fin de semaine et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Au revoir.